C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Monsieur Guy Coucou, qui est président de la Confédération démocratique du travail, CDT, mais également coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Monsieur Guy Coucou, bienvenue. Merci, Monsieur Joseph. Merci. Voilà, très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau parce que lorsque les téléspectateurs vous regardent, en tout cas, c'est la voix des travailleurs, de tous les travailleurs congolais qui s'est fait entendre. Absolument, c'est la voix des travailleurs et nous sommes là pour amener, apporter cette voix-là et porter cette voix-là au niveau du gouvernement, au niveau de l'opinion aussi. Alors, le chômage bat son plein, il n'y a pas de travail pour la majorité des Congolais et même le travail qui existait déjà semble être ne pas répondre aux besoins vraiment des travailleurs. Est-ce que l'avenir, lorsque vous regardez l'avenir, ceux qui n'ont pas encore du travail peuvent espérer? Absolument, Monsieur José, nous sommes dans un pays où normalement on ne peut pas avoir des chômeurs. Il y a du travail partout. Ce qui manque, c'est l'organisateur de ce travail-là. Nous sommes dans un pays de 2 345 km². Nous sommes dans une société, dans un pays où toutes les étendues sont presque vides, inoccupées. Et il y a des minerais partout. Il y a des espaces de l'agriculture partout. Mais tout ça, c'est dans la théorie, hein, en tout cas. Ce n'est pas, je dis ça, c'est ce qui existe. Ce qu'il y a, on n'a pas encore un gouvernement qui prend les choses en main. Nous avons un gouvernement, nous avons eu des gouvernements qui viennent pour bouffer le peu qu'ils trouvent dans l'assiette, le peu qu'ils trouvent dans la maison. On n'a jamais eu un gouvernement qui retrouve les manches pour entrer dans la forêt, chercher où se trouvent ces choses. Vous avez la preuve. Tout le monde qui vient ici, les humanitaires, les étrangers, les Libanais, les Russes, les Américains, les Français, se battent dans ce pays. Vous pensez pourquoi? S'il n'y avait rien, s'il y avait ce que vous dites là, le travail précaire est organisé. On a précarisé le travail. C'est fait à dessein. Il y a des auteurs. Je suis tout le temps ici dans votre plateau pour vous expliquer que le monde du travail peut être organisé et on peut donner du travail à tout le monde. Même les entreprises ici, quand vous voyez, alors, les entreprises sont où? Attendez un instant. Les entreprises sont à Kinshasa, les entreprises sont à Lubumbashi, dans des grands centres, mais toutes des étendues. Entre Kinshasa et Matadi, entre Kinshasa et Mwanda, entre Kinshasa et Bandundu et Idiofa, entre toutes ces étendues, il n'y a pas de travail organisé, il n'y a pas d'industrie, alors qu'on peut avoir là des usines partout, de toutes sortes, pour fabriquer les ciments, les assiettes, les marmites, les casseroles, tout ce que vous voulez, Monsieur José, il y a tout ici. Mais on a des gens qui viennent, ils disent l'argent, c'est comme notre budget. J'ai discuté avec vous ici combien d'années. Notre budget est maintenu pendant 20 ans. 5 milliards de dollars. Vous trouvez ça normal, même si vous êtes, excusez-moi le terme, même si on était des idiots ou des paresseux, vous pouvez arriver chaque jour. Vous ne réalisez que les mêmes recettes. Alors, vous ne progressez pas. Finalement, ça signifie qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'effort. Alors qu'en même temps, les mêmes personnes, les mêmes gouvernements font des rapports qu'il y a les vols, il y a de la fraude à l'auteur de 15 milliards, à l'auteur de 20 milliards, c'est-à-dire ce qu'on vole par an. Ce qu'on vole est plus grand. Vous vous dites qu'il n'y a pas l'argent. Si nous mettons la somme de 5 milliards qu'on nous attribue injustement par les organisateurs de cette vol, de ce pillage, et les 15 milliards là de fraude, ça fait déjà 20 milliards. Ça, c'est ce qui existe, c'est que tout le monde. Or, si on fait encore des efforts, on peut aussi créer, voilà. On arrive à 30 milliards. Mais justement, puisque vous représentez les travailleurs, beaucoup de travailleurs en tout cas vont au travail tous les jours, mais ce n'est pas du tout un travail, mais du chômage déguisé. Oui, mais chômage déguisé, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'outil de travail. Monsieur José,
c'est dans votre plateau ici, je suis devenu infidèle de votre plateau. Pour dire quoi? Qu'il y a un pillage organisé. Pour dire quoi? Que le gouvernement doit organiser un audit. Comment trouvez-vous normal dans un pays des gens qu'on crie? Il y a ce qu'on appelle le, disons, comment on dit, la clameur publique. Quelqu'un vole, tout le monde crie non, il a volé dans cette entreprise, il a volé, il a pillé l'entreprise, il a fait tomber. Et puis il quitte, il est à l'Assemblée nationale. Et puis on quitte, non, il devient ministre. Et puis on quitte, non, il va devenir président d'une institution. Et puis on quitte, la personne là a pillé et il y a un parcours. Son parcours est clair, vu de tous, connu de tous. Il y a l'ANER, le service des renseignements, et qui doit avoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que je peux dire, la copie de la vie de chaque acteur, mais il y a aussi la justice. Ce n'est pas un monsieur tel ou tel monsieur et qui doit rendre justice. La justice est autonome, mais c'est à la justice de s'en saisir. Mais, monsieur Joseph, je vous ai toujours dit, d'abord, la justice est rendue au nom du peuple. OK? À notre nom. Si la justice ne le fait pas, nous venons aussi pour dénoncer ça, pour que la justice comprenne qu'on n'est pas satisfait. Ça, c'est un. Deux, dans chaque rentrée judiciaire, vous suivez les différentes institutions judiciaires, ce qu'ils racontent. Alors, maintenant, ils ne mettent pas au pas, mais vous savez aussi que la justice a été politisée. Il se plaignait que l'éligibilité a été, non, la politique a été, la justice a été politisée, instrumentalisée au service du politique, au service de certaines institutions de la présidence de la République. C'est devenu comme un instrument pour réprimer l'opposition, au lieu d'être un instrument pour la distribution de la justice sociale. C'est ça le vrai problème. Et vous et nous, le problème c'est quoi? C'est qu'un peuple qui dort dans tous les pays du monde, ça marche parce que le peuple se révolte. Ça marche parce que le peuple crie. Ça marche parce que le peuple chasse les mauvais. Parce que c'est ça, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui donne mandat. Nous ne pouvons pas avoir que le droit de donner mandat aux gens et ne pas avoir le droit de les sanctionner. Sanctionner, on fait des marches. Sanctionner, on les chasse. On chasse même certaines personnes au pouvoir. On les chasse de force. C'est ça le rôle d'une population. Nous allons y revenir, monsieur Guikoukou. Finalement, vous avez été reçu par le chef de l'État lors de consultations. Le Premier ministre a renchéri pour continuer à consulter. Il a consulté presque tout le monde. Est-ce que la voix des travailleurs a-t-elle été entendue? Non, malheureusement, le Premier ministre, pour nous, a fait un mauvais pas. A mal commencé. Parce qu'il a le droit de consulter tout le monde. Mais lorsqu'on forme un gouvernement, il y a des piliers. Parce qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est cette consultation-là pour but de trouver les meilleures personnes. Et je pense qu'il y a des groupes organisés, structurés. L'intersyndical national du Congo est un partenaire de la tripartite. C'est-à-dire qu'il y a les patronats, il y a les travailleurs, il y a les gouvernements. Les trois piliers-là, dans tous les pays du monde, je ne parle pas de la RDC. Aucun président de la République, aucun premier ministre voté et nommé sérieux ne peut pas prendre le pouvoir et ne pas consulter ces acteurs-là. Parce que vous avez parlé du chômage. Quand le président prend la République, c'est pour créer quoi? Les emplois. Pour créer les emplois, il faut quoi? Il faut la main-d'œuvre, représentée par les syndicats des travailleurs. Il faut le patronat, l'investissement, représenté par les patronats. Il faut quoi? Les dirigeants, c'est-à-dire les gouvernements. Donc, ce sont les grands piliers obligatoires qu'on doit consulter. Le Premier ministre, nous avons vu dans sa feuille de consultation, non, on sélectionne, nous avons vu, on a sélectionné les syndicats de corporations, mais pas des groupes organisés de la tripartite. Aucun syndicat de la tripartite n'a été consulté. Aucun. J'ai vu les médecins, les SECO, mais c'est sectoriel. C'est les enseignants seulement. Or, les enseignants ne payent pas les impôts. Les médecins, les syndicats des médecins, ils ne payent pas des impôts. Ceux qui payent les impôts, ce sont ceux qui n'ont pas consulté. Ceux qui contribuent au budget de l'État, ce sont ceux qui n'ont pas contribué. Ceux qui sont dans les entreprises. Ceux qui sont dans les entreprises. Ceux qui sont... Donc, c'est l'intersyndical national
qui organise ces groupes-là, qui représente ces groupes-là au niveau des BIT à Genève, sur le plan international, avec la tripartite au Conseil national du travail, c'est l'intersyndical national du Congo, qui représente les travailleurs. Mais quand ils organisent les consultations, ils créent d'autres syndicats, des syndicats des amitiés, parce qu'il y a un ami qui est conseiller, soit à la présidence, il dit non, recevez les enseignants, recevez les ceci. Mais les cadres organisés, les cadres fonctionnels du monde du travail, il a consulté seulement les patronats. Point barre. Les travailleurs n'ont pas été consultés. Et je me demande, parce que nous attendons le Premier ministre du terrain, nous avons les problèmes des arriérés dans toutes les entreprises de l'État. Nous avons les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les problèmes des audits. Il y a la mauvaise gestion. Les outils de travail ne sont pas renouvelés. Parce que vous avez parlé du chômage. Est-ce qu'il va réussir les défis? Comment va-t-il réussir les défis? Parce que les diagnostics est fait par les travailleurs. Parce que ce sont eux qui sont là dans la maison. Ce sont eux qui travaillent. Ils savent où ça soigne. Mais il les reçoit, tous ces gens. Et puis on va nommer des gens. Ils vont encore faire les mêmes choses. Les mêmes PDG, on va recourir à eux. Les mêmes partis politiques, entre guillemets majoritaires, vont leur donner des gens. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous venons de sortir il faut que l'on puisse 20 ans. Je prends les dernières décennies. 20 ans avec M. Kabila, les mêmes systèmes que nous avons dénoncés. Et le Premier ministre entre. Parce qu'à l'époque de Kabila, il ne recevait pas. Kabila ne recevait pas l'intersyndical national. Tout le temps que Kabila a fait à la tête du pays, le président Kabila n'a jamais, jusqu'à son départ, vous pouvez lui demander, il n'a jamais reçu l'intersyndical, dont les travailleurs, ceux qui ont donné les mains pour construire. Il a fait même les 5 chantiers sans consulter ceux qui devaient travailler pour ces 5 chantiers, qui sont les travailleurs. Pourquoi? Ces premiers ministres, ces différents premiers ministres ne reçoivent pas. Mais justement, mais c'est cela, la différence avec Mobutu, c'est que Mobutu, non seulement il recevait ces gens-là chaque année, mais aussi il les avait incorporés dans le système de gestion interparti-État. Donc dans les comités, il y avait les représentants des travailleurs, il y avait les représentants des syndicats des travailleurs dans toutes les structures. Et vous savez, toutes les grèves, Palin, Sonatra, tout, ça se solvait. Il y avait des solutions qui venaient de la base, elle est vraie. Et observez aujourd'hui la façon dont les entreprises sont gérées depuis le départ de Mobutu. Et aujourd'hui, il y a la différence. La différence, c'est quoi? C'est que les travailleurs étaient sérieusement et régulièrement associés et consultés. Et aujourd'hui, depuis l'époque de Kabila, les travailleurs ne sont jamais consultés. Et nous avions pensé qu'avec le président Félix, parce qu'il nous a consultés, nous, on savait qu'après avoir reçu les patronats, obligatoirement, il devait recevoir l'intersyndical national qui est l'interface du patronat congolais, parce que c'est l'intersyndical national qui négocie avec les patronats congolais. Les ayant entendus un son de cloche, il devait aussi entendre un autre son de cloche des travailleurs. C'est pourquoi il a reçu le syndicat des enseignants et le syndicat de médecins. Ce n'est pas suffisant? Non, mais j'ai dit c'est sectoriel. Oui. Les médecins, quelle est sur disons les pourcentages, ils représentent combien de pourcents? Et les enseignants représentent combien de pourcents? Les qui travaillent dans le secteur public sont dans le secteur public, ils sont tous des fonctionnaires. Et les enseignants qui ont été reçus? Ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc on n'est pas sorti du cadre étatique? Non, il n'est pas sorti du cadre étatique. Il est resté là-dedans. En ce qui concerne les travailleurs, ils n'ont pas été reçus. Et je me demande comment un protocole, son protocole travaillait comment, alors qu'il devait recevoir de la présidente de la République, parce que les consultations ont été commencées au niveau de la présidente, et c'était la suite. Et normalement, il devait reprendre, parce qu'après avoir reçu les rapports au niveau des services de la présidence et de l'informateur, ce qui lui restait, c'est de reprendre les mêmes acteurs. L'informateur ne recevait que les partis politiques, il recevait aussi les partis, les syndicats et les autres. Mais vous avez parlé, vous, des syndicats des médecins, ils sont des partis politiques. Non, je parlais de l'informateur. Avant que... oui, il a reçu même la société civile, l'informateur a reçu même la société civile. Mais ce qui est grave, c'est que je ne dénigre personne. Mais comment, pour la formation d'un gouvernement, pour la gestion de la cité, pour la gestion des richesses, qui gère les richesses? Ce sont les dirigeants, ce sont les mandataires de l'État, ce sont les travailleurs, c'est les patronats, ce sont eux. Mais pour cette gestion-là, il refuse de consulter les travailleurs, il consulte les musiciens, il consulte les comédiens, il consulte toute la série, cette kyrielle-là, vous pouvez citer.
Et puis les représentants des travailleurs, non, il n'a pas besoin d'écouter. Mais les grèves l'attendent, les arriérés de salaire l'attendent. Que va-t-il faire? Or là, il y avait des propositions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se rattraper? Mais ce n'est pas à moi de me rattraper. Je ne suis pas les soucis du gestionnaire, c'est connaître les problèmes auxquels il va faire face. Parce que le vrai terrain, c'est celui les sociales, c'est quoi? C'est le monde du travail. Les sociales, ce n'est pas la comédie. Le social, ce n'est pas la musique. Les sociales, non. Les sociales, c'est les vécus quotidiens. Et comment on résout les vécus quotidiens? C'est par le travail. Et quand on parle de travail, c'est l'unité de production. C'est le patronat, c'est le temps de travail. Ceux qui sont là, les pays qui existent, comment cela est géré? Il avait besoin de tous ces renseignements-là pour avoir une idée sur les meilleures personnes à sélectionner pour pouvoir les nommer et faire face à ces défis-là. Mais ne l'ayant pas fait, je me demande pour nous, parce que il a reçu l'INAP, le syndicat de l'administration publique. Ça, c'est toujours les fonctionnaires. Dans la même catégorie, il a divisé ça à 10. Il les a reçus à 10. La même catégorie. Et ceux qui sont productifs, les secteurs productifs, il n'a pas reçu les représentants des travailleurs du secteur productif. Et c'est le Premier ministre, s'il vous plaît. Je pense qu'il devait inverser. Parce qu'on paye même les fonctionnaires avec les impôts. Les impôts de qui? Mais des travailleurs, monsieur Joseph. Donc je crois qu'il y a des paradigmes, il y a des choses qu'on... C'est incroyable. Alors, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Votre cahier de charge, vos desiderata, tout ce que vous aurez bien voulu pour, soumettre à la connaissance du Premier ministre pour qu'il en tienne compte, pour que les choses changent et que l'on puisse finalement résoudre le problème non seulement des travailleurs, mais de l'ensemble du pays. Comment ça va se passer? Mais ce n'est pas à moi, je pense à vous de lui poser la question, parce que vous n'avez pas reçu les représentants des travailleurs. Comment allez-vous faire pour résoudre les problèmes des travailleurs? Je pense qu'il vous revient, vous, monsieur le journaliste, pour lui poser cette question-là. Comment allez-vous faire pour connaître ces problèmes-là? Vous aviez déjà des cahiers de charge? Mais non, parce qu'il a refusé de nous recevoir. On va lui donner ça à quelle occasion? On va lui donner comment? Et à quelle occasion? C'est à cette occasion, les gens qui les reçoivent, et puis ils présentent un plan. Nous, on avait préparé tous les problèmes. On a relevé tous les problèmes qui se posent dans le monde du travail. On a relevé même des pistes de solutions. On dit problème, solution, suggestion. On a fait ça, on avait ça. On a fait ça. Il ne restait qu'à lui remettre et discuter avec lui. Parce que les problèmes, vous savez, peut-être on va en parler. Vous savez, l'économie aujourd'hui, pour l'instant, c'est l'économie extractive qui est les minéraux. Aujourd'hui, essentiellement, c'est les minéraux. Donc vers les Katanga. Or, ça, c'est quelque chose de conjoncturel. Les prix varient à tout moment. Or, notre économie doit se baser sur les bases. Tous les pays du monde ont développé leurs économies sur base d'abord de l'agriculture parce que c'est à la portée de tous. La terre, elle est gratuite. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher des capitaux, tout ça. Les capitaux, c'est pour des valeurs ajoutées. Parce que les espaces existent déjà. Toutes ces choses, on devait quand même discuter, et le Premier ministre, je crois, à son niveau, il devait savoir qui recevoir pour régler ces problèmes-là. Parce qu'apparemment, à lire la liste des personnes consultées, à prendre la photo, je pense que c'est le même décor. Alors, ce qu'on a toujours fait. On a dit que cette fois-là, il faudrait que l'on ait un gouvernement des technocrates, des personnes du terrain qui sont capables de relever les défis, parce que les chefs de l'État n'ont plus que 2 ans et demi. Alors si c'est 2 ans et demi, il faut des grands travailleurs, des technocrates, des personnes capables qui peuvent être sur terrain pour relever les défis. Alors lorsque ces différentes corporations, des technocrates, n'ont pas été reçus et que c'est plus les politiques qui ont été reçus, que peuvent en être les conséquences? Bon, c'est à lui, il connaît les conséquences. Je pense que c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le Premier ministre, c'est son mandat, c'est son honneur, c'est son mandat, c'est ça qui va jouer. Donc ce n'est pas à moi, mais moi je pense que dans un pays, il y a quand même des structures qui sont des structures, comment on appelle ça, des structures pérennes,
des structures qui existent, quels que soient des acteurs, parce que même les politiques est conjoncturelle. Hier, c'était FCC, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Demain, ça va disparaître, c'est conjoncturel. Mais ce qui ne va pas disparaître, c'est la structure du patronat. Ça ne va pas disparaître. C'est la structure des travailleurs. Ça ne va pas disparaître. Donc, on ne peut pas confondre ce qui est périn de ce qui est conjoncturel. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre les périns et les conjoncturels. Et on ne peut pas se focaliser sur le conjoncturel et on laisse de côté ce qui est périn. Donc je crois que, bon, c'est la vision. C'est la vision de chacun. Je ne suis pas en train de critiquer. Est-ce que le chef de l'État j'attire l'attention du Premier ministre. Peut-être intervenir pour relever, pour essayer un peu d'intégrer vos desiderata? Bon, je ne sais pas. Le chef de l'État, il a son pouvoir discrétionnaire, le Premier ministre, c'est leur droit. Mais moi, ici, je mets les opinions en tant que représentant des travailleurs, j'aurais voulu. Et comme ça se fait dans tous les pays du monde, d'ailleurs, même nos collègues de l'extérieur nous ont posé ces questions. Parce que nous sommes aussi dans des plateformes internationales, ils ont posé des questions, est-ce que vous avez été reçu? On a dit non, mais comment peut-il les recevoir tout le monde, sauf les représentants d'État? Il a reçu, comment il va travailler avec qui et comment? Nous disons non, nous l'attendons, on va voir comment il va travailler. Mais je crois, ce n'est pas tard, s'il veut se rattraper, ce n'est pas tard. La priorité, comme vous avez dit, il a 2 ans, il va travailler sur 2 ans. Les politiciens congolais, c'est connu. Ce n'est pas un rêve. Je ne pense pas que le Premier ministre sera un rêveur. Non, il connaît les politiciens congolais. C'est bouffer, c'est la bouffe. Or, maintenant, les défis que vient de relever les chefs de l'État en faisant la rupture avec l'FCC, c'est-à-dire on ne va pas... Le chef de l'État disait hier, on m'a bloqué. On m'a bloqué, on m'a bloqué. Maintenant qu'il a déboulonné, je pense qu'il doit prendre des acteurs technocrates, ceux qui ne vont pas faire des calculs politiques pour arriver au résultat futur, ceux qui ne vont pas s'intégrer dans ce qu'ils vont faire pour se projeter eux-mêmes d'abord dans le futur. Il faut prendre des gens. C'est comme quand quelqu'un est dans une urgence, quelqu'un est malade, il entre dans un coma, on cherche des solutions. Il ne faut pas amener des thèses, des discussions, de ceci, de ça. Non, il y a ces 2 ans, déjà la Cinco commence déjà à bousculer élection, alors que d'abord c'est la vie des gens. Qui va voter demain si déjà il ne vit pas bien? C'est ça. On vient de passer les élections il y a seulement 2 ans. Ouais. Ce que le peuple cherche, ce n'est pas aller élire, ce n'est pas la finalité, non. Mais c'est résoudre leurs problèmes. Tout à fait. Comment ne peut-on pas parler de propositions sérieuses pour résoudre les problèmes des Congolais et puis parler des élections? C'est comme si la population n'avait besoin que des élections pour les élections. Justement, c'est ça les problèmes du Congo, s'il vous plaît. Dans certains pays, il n'y a pas des élections. Dans des monarchies, là où il y a des rois, on ne fait pas des élections. Parce qu'on ne mange pas les élections. Mais ces gens-là sont bien. On les paye très bien. Ici, chez nous, c'est quoi? Parce que les élections, c'est quoi? C'est le renouvellement des politiciens. Donc, ils veulent se perpétuer. Donc, eux, que les peuples souffrent. Or, dans un pays comme celui-ci qui a fait... D'abord, nous avons un problème grave. Où on devait se taire, politiciens, religieux, nous... C'est-à-dire la sécurité de ces pays. D'abord, il faut avoir un pays. Je suis toujours la Cinco, il dit toujours qu'il y a un plan de balkanisation. Il faut d'abord stopper ça. Avant d'avoir même des élections, il faut d'abord stabiliser les pays. Il faut que les gens, on va appeler qui au vote? La population. Ces gens-là, pour aller voter, vous savez les votes, les gens, vous parlez de vote à Kinshasa. Allez dans des provinces, il y a des vieux papas, ils doivent faire 100 km, 200 km pour aller voter. Et pour quel intérêt? Un vieillard, une vieille personne qui ne connaît même après avoir voté, il dit bon après je gagne quoi? Donc pour qu'il aille voter, il souffre. C'est plutôt la personne qui a été votée qui gagne. Parce que désormais il sera député, voilà, il va gagner des salaires. Il va gagner l'argent. Mais ceux qui ont voté là, ceux qui ont voté là n'ont rien. Qu'est-ce que l'électeur gagne? Non rien. La priorité, faites des routes. Faites des routes pour que ces gens-là travaillent dans l'agriculture, qu'ils évacuent leurs produits. C'est ça, c'est les gains. Pour ces gens-là, ce n'est pas de voter les gains pour ces gens-là. Ils ont une route, ils peuvent produire, ils peuvent venir vendre. Il a un peu d'argent. Et même l'investisseur, les gains pour lui, il y a la route, il peut aller investir à 2000 km de Kinshasa. Il peut aller ramener la production dans les centres de consommation. Mais il n'y a pas de route. On dit élection. Et même ces élections, lesquelles?
on voit que les élections présidentielles et législatives. Mais les vraies élections, ce sont les élections locales. Tous ces gens, on les vote pour les envoyer à Kinshasa. Les présidents de la République, on les vote pour envoyer à Kinshasa. Les députés, on les vote pour envoyer. Dans des provinces là, ils n'ont même pas un bureau. Vous avez les attaques tous les jours, on dit, il n'y a même pas une administration à côté. Mais est-ce que nous devons continuer à être des inconscients jusqu'à ce niveau-là? On doit être des inconscients toutes les années. Même les élites, ce qu'on appelait les élites, je pense, qui a dit que oui, la République des inconscients de Mutinga. Mais c'est vrai, parce que quand vous voyez même les raisonnements, j'ai vu, je ne vais pas citer la personne, j'ai vu quelqu'un arriver sur un site où quelqu'un a construit, quelqu'un sur qui a beaucoup de soupçons de détournement. Et il est en train de vanter ça. Et si je vois la qualité de la personne, je dis même cette personne peut dire des choses comme ça. Mais l'éthique, il est où? Très bien. Alors, puisque le gouvernement s'est attendu, en tout cas, la population commence quand même à s'impatienter. L'attente devient de plus en plus longue. Oui, l'attente est longue. Parce que, vous savez, les gens, le président Fachi a les désavantages. Les désavantages de cumul de frustration de la population pendant des années. Cumul depuis l'époque de Mobutu, depuis l'époque de Mouzé, depuis l'époque de Joseph Kabila. Ce cumul de frustration, la patience pour le président Fachi sera trop courte. Les gens ne vont plus patienter plus longuement qu'ils ne l'ont fait sous l'époque de Mouzé, sous l'époque de Joseph Kabila. Les gens vont juger le président Félix trop vite. Pourquoi? C'est l'accumulation des frustrations. C'est comme un vase débordé, c'est déjà plein. Ça dit même si vous jetez un petit goutte, c'est déjà débordé. Mais à peine on a versé 2 gouttes, pourquoi ça déborde? Oui, mais ça déborde parce que dedans il y avait déjà quelque chose. C'était déjà plein. Donc aujourd'hui, c'est la même situation. Voilà pourquoi j'ai dit le Premier ministre, au-delà des consultations, il y a des choses qu'il ne faut pas. Parce que d'ailleurs, je dis sur le plan psychologique, rien que la publication du gouvernement, c'est-à-dire les noms des personnes qui sortiront de ces gouvernements, vont donner déjà l'embellie, vont donner déjà une idée, l'image. Vous verrez les jours de cette publication. S'il y a les mêmes noms qui restent, il y a des gens qui crient à la cité, par exemple, que tel nom ne peut plus revenir. Mais oui, non, il y a des noms qui doivent disparaître. Mais quand même, M. Gikoukou, on ne va pas aussi nommer des novices qui ne connaissent rien de l'administration de l'État. Mais tous ces gens qu'on a nommés qui connaissent l'administration, d'abord, d'après toi, d'abord, qui ne connaissent pas l'administration? C'est parce que justement on a nommé les mêmes personnes. Dans l'administration ici, il y a des personnes, des quand on parle de technocrates, de qui il s'agit? Tous ces politiciens, vous pensez qu'ils travaillent? J'en sais quelque chose. J'ai travaillé avec les différentes administrations. Est-ce que vous pensez qu'il faut, parce que en tout cas... Mais attendez, c'est moi qui peux vous dire. La majorité parlementaire, faut-il vraiment puiser aussi au-delà de ce monde politique pour chercher quand même des oiseaux rares qui peuvent aider les pays à avancer? Monsieur Joseph, vous devez comprendre, pour un pays, la crème, ce n'est pas ceux qui font des bruits ici. L'élite, ce n'est pas cette kyrielle de politiciens, des troubadours, des caïmans, qui sont là en train de vautours, qui sont trop forts pour toi, parce que toi, tu es avec ceux qu'on flatte. Parce qu'ils ont l'argent, ils viennent vers vous, la presse, ils doivent vous soudoyer, vous mangez un peu avec eux. Va à la cité, les gens sont trop durs. Quand ils vous parlent, Joseph, d'ailleurs, va faire les reportages vers Kingasani. On ne peut pas soudoyer la presse parce que la presse est... D'accord, donc ça c'est vous qui le dites. J'ai dit des vautours. Tu connais un seul politicien congolais qui ne voit pas son intérêt. Mais vous allez voir la publication. Chacun voit son nom. Si son nom n'est pas là, ce n'est pas un gouvernement. Même s'il a travaillé sous Kabila, toute la période de Kabila, il a travaillé. Il n'est pas ça, il va encore. Mais dans quel pays vous avez déjà vu ça? Même en Europe, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Je pense que depuis que tu es journaliste, tu peux avoir l'idée en France.
à l'époque. Mais c'est ce qui a fait qu'il y ait la migration de FCC vers l'Union sacrée, parce que personne ne veut aller au chômage. Ils veulent, ils ne supportent pas l'opposition. Ils veulent être seulement avec celui qui dirige. Ça, c'est un instinct normal. L'instinct de survie, c'est un instinct normal. Aucune personne, même un animal, ne peut accepter d'aller vers la mort. Ne peut pas l'accepter. Sauf que... Ah, mais l'UDP, ça fait 36 ans dans l'opposition. Oui, j'ai dit sauf que... Si c'est 32 ans. Celui qui gère le président de la République et celui qui met les institutions, il doit savoir... Parce que ces gens-là, pour avoir géré, ils ont une réputation. Toutes ces personnes sont connues. Comment ils ont géré? Jamais des opportunistes. C'est plein d'opportunistes. Alors, vous pensez que les gens qui ont été opportunistes avec Mobutu, opportunistes avec Kabila, ils ne vont pas être opportunistes avec le président Félix. Donc, il faut commencer par... Ces gens-là, attendez, comment vous trouvez normal? Quelqu'un, tu es déjà député, tu as postulé, tu as dit au peuple, je vais te représenter à la députation, donc à l'Assemblée nationale. On t'a voté. Tu arrives là, tu refuses, tu n'es plus satisfait. Tu veux devenir ministre. Et tu deviens ministre, on dit, bon, on t'enlève définitivement la casquette de député. Non, non. Dès que tu quittes le ministre, tu dois rentrer là où tu as refusé d'être. Mais là où il a laissé son fils ou sa femme. Et il a laissé sa femme, il a laissé son... Tu trouves ça sérieux? Et ce sont des choses qu'il faut laisser. Alors, les castings pour des ministres, il faut nécessairement mais j'ai posé la question, je repose la question aux politiques que je reçois ici. Quand je dis qu'il faut... quand on dit que l'opinion estime qu'il faut des technocrates, mais les politiques ne cessent de répéter que dans le parti politique, il y a toutes sortes d'expertises. Non, mais malheureusement, il y a les mêmes noms. Tu es témoin. Vous voulez que je cite? Bon, peut-être parce que ça n'est pas permis. Je peux te citer quelqu'un. Au lieu même de laisser son fils. Donc, ça fait... Regardez au Sénat, regardez à l'Assemblée nationale, regardez des ministres. Je ne cite pas les noms, mais tu as tes yeux, je vois tes yeux, et je vois ton regard. Il y a des noms, ça fait 40 ans. On entend que, monsieur, tu n'as pas un fils, tu n'as pas formé un fils, tu n'as pas formé des gens. Comment lui est spécial? Mais c'est la passion du Congo. La passion du Congo pour manger. La passion, ils ont fait quoi? Et quel est l'état du pays? On pouvait dire la passion du Congo, on les laisse, on dit, voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont transformé le Congo. Le Congo est développé, le Congo va mieux, le Congo est bien, parce qu'ils ont des technocrates. Mais tous, y compris eux-mêmes, ils reconnaissent que ça n'a pas marché. Avec Kabila, ça n'a pas marché, et pourtant c'est eux qui étaient là. Avec Mobutu, ça n'a pas marché, il était ministre. Et puis, il dit que ça va marcher avec Fachi parce qu'il deviendra ministre. Comment tu peux croire à ça? Même si nous sommes des idiots, mais on ne va pas le tromper combien de fois? Chercher des ministres au ciel. Il n'y a pas de ministres au ciel. Non, on ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres. Quand on fait un vin nouveau, on cherche aussi des outres nouvelles. C'est comme... Des outres neuves, oui. C'est ça, vous ne pouvez pas changer des règles, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas prendre du vieux pour faire du nouveau. Non, allez, surtout que tous sont passés à l'épreuve. Vous êtes un grand technocrate pour relever les défis. Finalement, parce qu'à ce moment ici, il y a deux grands problèmes dans le pays. D'une part, l'insécurité dans tout l'est du pays, mais également le social, parce que vous venez d'apprendre il y a quelques jours seulement qu'il y a eu assassinat même d'un ambassadeur de l'Italie au niveau de l'Est, mais aussi au niveau social. Vous avez vu ici à Kinshasa, les gens ont fait des semaines en semaine pour aller avec des bidons. Hein, vous quittez la cité, vous amenez le bidon ici à la Gombe, si vous avez une voiture, pour mettre de l'eau, pour chercher. D'ailleurs, pour votre information, je suis passé quelque part où ça a toujours été, en tout cas, humide. On me dit qu'en tout cas, l'eau ne tarde plus, ne stagne plus parce que on a déjà, il y a de forages et de trous qu'on a mis par-ci par-là. Donc la nappe d'eau, la réserve qui était toujours souterraine, a été presque vidée. Et voilà, le sol devient un peu sec. Finalement, c'est problème d'eau, c'est problème d'électricité, c'est problème d'insécurité. Comment relever les défis? Oui, mais c'est là
là, vous rappelez encore et vous renforcez l'option des technocrates. Parce que par définition, qu'est-ce qu'un technocrate? C'est quelqu'un qui n'a pas de calcul politique. C'est quelqu'un, d'abord, normalement, au lieu de faire des consultations comme on a fait, c'est bien. Mais on devait faire les recrutements. Un ministre, non pas un ministre parce qu'il vient des partis majoritaires ou quoi. Majoritaire par rapport, d'abord, on sait comment les élections se sont passées. Mais quand on veut nommer un ministre, on l'appelle, monsieur. Tu seras nommé, je donne dans mon domaine, tu seras nommé ministre du Travail. Dis-nous, quels sont les problèmes? Quelles sont les solutions que tu vas donner? On veut nommer un ministre de l'énergie. On connaît les problèmes de l'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Fais-nous, amène-nous les plans. Si toi tu es nommé ministre, que vas-tu faire? Monsieur, c'est quand... Et je donne un plan, on me nomme. Et puis après on me suit. Parce que dans mon plan, j'aurais dit année 1 ou année 1, dans 6 mois, je vais commencer à faire ceci. Après une année, on va installer ceci. On nomme d'abord, après on va quand même donner des lignes de... Mais maintenant, on dit, on consulte, on nomme quelqu'un ministre tout simplement parce qu'il est parti majoritaire, même s'il n'a jamais travaillé, et c'est le cas. C'est le cas, je connais des ministres, vous lui amenez des dossiers, j'ai travaillé sous Kabila Père, même j'ai commencé sous Mobutu comme j'avais 27 ans, j'ai travaillé comme syndicaliste déjà, j'ai négocié, surtout, tu vas chez un ministre, tu lui expliques même mes dossiers, tout, ce que tu lui expliques, il ne comprend pas. Vous lui avez laissé même des solutions, vous lui laissez. Après, non. Et même, vous voyez les conseillers dans le ministère. Les conseillers dans le ministère. Les conseillers sont des technocrates, mais écoute, des spécialistes. Écoute que je te donne la révélation. Les conseillers, vous savez, les conseillers qu'on a là-bas, c'est quoi? Oui. Ce sont des étudiants, les enfants, ceci. Ça dit quelqu'un qui ne peut même pas donner conseil au ministre. Qui ne connaît pas la matière. Qui ne connaît rien. Il est chargé d'études. Chargé d'études. Il sort de l'université. Pas même, peut-être on peut nommer, il vient de l'université, on peut lui accorder aussi la chance. Mais peut-être dans son domaine, on les nomme. Non, on vient lui nommer par exemple chargé des finances alors qu'il il a fait la chimie. Et il est le conseiller chargé de. On l'appelle conseiller de nom. Vous appelez tel monsieur, j'en ai vu moi. J'en ai vu qui vient et dit, mais ici on fait comment? J'ai dit, c'est toi le conseiller, il dit oui. Et puis j'ai dit, bon, la loi dit ceci, il dit, la loi là c'est où? Ça dit, alors c'est moi. Il ne maîtrise pas le domaine. Moi, je dois commencer à lui dire, c'est quelle loi, c'est ceci, et puis on l'a appelé conseiller. Ça c'est vite, les dossiers qu'on envoie là-bas. Non, laisse, c'est pour ça que j'ai dit, ce que j'ai dit sur base de l'expérience. On devait avoir un recrutement sur base de l'expertise, même ministre. Un ministre, ce n'est pas un monsieur ordinaire, ce n'est pas un monsieur comme ça. C'est un monsieur qui guide. Parce que sous lui, il y a la tutelle même des entreprises. Il doit donner des orientations pour ces entreprises-là. Même les mandataires. Un mandataire, tu vas être nommé PDG de la SNEL. Monsieur, c'est toi qu'on doit nommer? Oui. Amène-nous les plans. Tu connais la situation de la SNEL aujourd'hui. Décline-nous la situation de la SNEL aujourd'hui. Et demain, quand tu seras PDG, dans 2, dans 3 ans, qu'est-ce que cette entreprise devient? Mais c'est ce que vous aurez dit au chef de l'État quand il vous a... Mon cher, mais nous l'avons dit. Ce que je dis là, ce n'est pas toi qui me l'as dit, monsieur. C'est moi qui te l'ai dit. Nous avons un plan. Nous avons fait... Et c'est pour ça que nous demandons même des audits. Il y a des gens qui ont volé. Ils ne peuvent pas aujourd'hui devenir des ministres, des députés. Et puis on ne les suit pas. Le problème... On doit les poursuivre, s'il vous plaît. Le problème au niveau de la population est que, voilà, on dit, écoutez... toutes ces choses-là, M. Guigou peut bien orienter les choses, bien parler, mais si lui aussi est nommé ministre, bon, ça sera la même chose. Oui, mais pourquoi je dois faire l'exception? Si le système est tel, pourquoi je ferai l'exception? Parce que c'est la sanction, mon cher ami, même aux États-Unis, même, vous avez suivi, non? Sarkozy, il va faire la prison, non? Tu n'as pas entendu? Condamné à 3 ans. On ne blague pas avec l'État. On ne blague pas avec les biens de l'État. Le problème, c'est quoi? Mais comment voulez-vous que les gens ne puissent pas faire la même chose? Il apprend. Quelqu'un était DG ici à la SNEL. Il a tout volé. DG ici à la SONA. Il a tout volé. DG à l'ONATRA. Il a tout volé. On donne des dons tous les jours. Bon. Mais quand vous y allez 2 semaines après, il n'y a plus rien. Attends, il a tout volé.
Et il a construit un empire. Il a construit des immeubles. Et puis demain, on les voit députés. Vous voulez, celui qu'on va nommer dit non, moi aussi je voudrais avoir des immeubles comme celui qui était là. Alors, M. Guikoukou, il n'y a pas de sanctions. Nous allons déjà vers la fin de l'émission. Quand même, aujourd'hui, c'est le début, l'ouverture de procès de présumés détourneurs de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. Votre analyse? Oui, c'est la continuité de la question de tout à l'heure. Donc, l'impunité, c'est ce qui a conduit à tout ce que vous entendez. Moi, je crois, les chefs de l'État, je suis venu ici dans votre plateau ici, j'ai fait beaucoup d'émissions. Quand le chef de l'État a fait son discours qui va déboulonner les systèmes, je pense, je vous ai dit ici, si vous avez des vidéos, remettez, je dis, il a déclaré la guerre aux gens de FCC, on va lui faire la guerre. C'était au début de son mandat. C'était avant une année. Vous n'avez pas suivi la suite? C'est ce que je vous avais prédit. J'ai prédit ça ici dans votre plateau. Qu'on va, les chefs de l'État déclarer la guerre, ils doivent verrouiller son entourage parce qu'on va l'infiltrer, on va les chercher, on ne les laissera pas. Ce qu'il a dit là est dangereux pour tous ces gens, pour tous ces vautours. C'est très dangereux ce que les chefs de l'État disent. Nous sommes arrivés là. Aujourd'hui, la même chose. Tous ces procès-là, même le procès de 100 jours, mais ça ne doit pas s'arrêter à mi-chemin quand même. Comment les gens demain vont avoir peur si les prisons là ne sont pas remplies? Il faut que chacun qui a touché à l'argent de l'État, il doit payer, non seulement rembourser, punir. Si ces procès-là ne relèvent pas les conséquences, les auteurs, et ne punit pas les auteurs, dans les autres domaines, il y aura encore pire. Et dans tous les domaines, je vous dis, j'ai dit, l'intersyndical a demandé maintes fois au chef de l'État, au Premier ministre Ilunga, de faire des audits des entreprises. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Les gens ont volé. Ils ont encore cet argent qu'ils ont volé chez eux. D'autres ont exporté. Regardez, tous les gens de FCC qui étaient à la gestion, aujourd'hui, faites la liste. La majorité ne sont plus au pays. Vous savez où ils sont allés? Oh. Ils sont allés garantir tout ce qu'ils ont volé à l'extérieur. Ils ont amené. J'ai été, il y a 2 semaines, j'étais dans un pays étranger. J'ai vu beaucoup de gens là-bas. Je dis, ah bon? Et il faut voir leurs empires. Les empires, pendant que vous vous dites ici, nous sommes en chômage, ils ont créé même des entreprises là-bas. Ils sont des actionnaires là-bas, des sociétés d'aviation, de construction, l'argent qu'ils ont volé aux Congolais, au lieu de créer des emplois pour les Congolais, ils sont allés donner des emplois partout dans le monde. Là, vous ne craignez pas que la gratuité de l'enseignement finalement ne soit qu'un rêve qui a quand même émerveillé les parents? Bon, d'ailleurs, dans certaines écoles catholiques déjà, il y a déjà la contribution des parents qui commence à retourner. Oui, mais vous savez que c'est des business, non? Je vous apprends quelque chose. Mais les écoles les plus chères au Congo sont les écoles catholiques. Tu le sais, non? À cause de leur qualité de l'enseignement. Quelle qualité de l'enseignement? À cause du lucre, donc l'amour du lucre qui est devenu l'église, qui était l'église pauvre, qui était le symbole de la pauvreté, de l'humilité. Mais ces gens-là, parce que même dans, tu sais, dans ce qu'on paye là pour les enseignants, quel pourcentage on affecte chez les enseignants? Les enseignants ont, je pense, 50 ou 60%. L'autre pourcentage, c'est les responsables de l'église qui ont ça. Il y a même des cotes part. Je suivais, il y a quelqu'un qui avait fait la démonstration, je pense qu'à l'époque de Monsengo, qui disait que chaque année, il a 8 millions de dollars, chaque année. Dans des contributions qu'on paye là, les responsables des élèves, il y a un pourcentage pour les dirigeants. Et puis vous pensez que quand on dit on enlève ça, vous pensez que c'est quelque chose comme toi et moi nous entendons là. Oh, mais la CENCO a quand même dit qu'ils sont d'accord, ils veulent bien la gratuité de l'enseignement. Mais qu'ils démontrent qu'ils sont d'accord. Il ne faut pas oublier les enseignants. Mais on n'a pas oublié, non. Sinon, les enseignants ont le droit de revendiquer que la contribution des parents revienne. Là où cette requête n'est pas juste, c'est que la CENCO,
il n'y a pas que les enseignants. Tous les travailleurs du Congo. Vous pensez que les enseignants vivent dans un îlot? Ils sont au Congo. Quel est le salaire d'un Congolais? C'est de ça qu'il faut parler. Parce que qui paye les Minerval? Même ses parents à qui ils rançonnent à la longueur des journées, ils ont quel salaire? Ce sont des parents qui sont des fonctionnaires ici de l'État, mal payés. Et ils veulent que les gens mal payés payent des Minerval de $1000, voilà, de $800, alors que... Est-ce qu'on peut espérer que la gratuité de l'enseignement en une phrase, tu m'as coupé, c'est possible que ça réussisse? La gratuité peut réussir, tout le monde veut. D'ailleurs, il y a peu, l'Église catholique était chantre de la reprise de la responsabilité de l'État dans le paiement des salaires des enseignants. C'est l'Église catholique qui le demandait. Aujourd'hui qu'on l'a fait, aujourd'hui c'est vrai, il y a des failles. Mais tout système, c'est comme un enfant quand il naît. Mais l'État a quand même payé des milliers de non-payés. Oui, je dis ceci. Allez. Un enfant quand il naît, il ne court pas le même jour. On a commencé l'année passée. Il y aura des perturbations, il y aura des échecs, il y aura des hésitations, il y aura des pertes. Voilà. Mais à la longue, ça va se redresser progressivement. Mais attendez, mais conclure d'un coup. Parce que l'année passée, ça n'a pas passé. Là, ce n'est pas honnête. Pour conclure l'émission. Oui, je vais conclure l'émission comme ceci. Je dis, les chefs de l'État, les premiers ministres, ils ont 2 défis, pas 3. 2 défis à relever, c'est qu'on attend. Ils ne doivent pas courir là où ils vont dire élection, oui, il y aura élection s'il y a la sécurité du pays. S'il n'y a pas la sécurité, on fera des élections comment? Il n'y en aura pas. À l'Est, on ne fera pas des élections. Comme l'année passée, on n'en a pas fait. Il y en a des grosses parties, pardon, on disait les Rwandais venaient même voter parce qu'il y a des pans, des territoires qui sont contrôlés par vous avez cité le premier et le second. Deuxième, c'est les sociales. Et les sociales, ça c'est le premier ministre. Le premier ministre doit désigner des ministres qui doivent être jugés au résultat. Mais ce n'est pas lui qui désigne. Ce sont des partis politiques qui envoient des noms pour chaque ministre, poste, et on envoie par exemple 3 noms, et puis il choisit un. Ce n'est pas lui qui va choisir. Je ne suis pas dans ces paradigmes-là. Je ne suis pas là. Allez, malheureusement, ce ne sont pas les ministres des partis politiques. Ces partis politiques ne vont pas payer ces gens qu'ils désignent. Ils seront payés par nos impôts. Ils seront payés par la République. Et donc, c'est la République qui fixe les critères, ce n'est pas leur parti. Voilà, si leur parti ne remplit pas les critères, il y a beaucoup de Congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Joseph. Malheureusement, votre temps a été réduit. Vous avez eu 45 minutes pour convaincre. Merci beaucoup. Ça a été très peu. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir.